fait, nous, on part pas d'une envie de faire du business, on part d'une expérience personnelle qui nous fait découvrir une problématique. On est convaincu et du coup, on travaille à fond dans cette direction. Et l'idée, c'est de créer un business avec une vraie pérennité. Quand tu vends à la pharmacie, mais que le pharmacien ne vend pas, construis pas un business long terme. En retail, à la fin des fins, tu es sur une étagère et il faut que ton produit, globalement avec le packaging et un peu de PLV, il faut que tu arrives à être super efficace. On a vécu ce passage après 6 mois de collaboration. Ouais. Il y a un peu de temps quand même pour s'y préparer. C'est quand même une super grosse opportunité. On passe devant plus de 2 millions de téléspectateurs. Ouais, là on est dans plus de 5000 pharmacies. Et ça représente quand même un quart des pharmacies françaises en 4 ans d'activité. Notre force, nous, c'est de s'entourer des experts, des vrais pros. Et en fait, cette culture, par exemple, d'A/B test via le digital, c'est vous qui nous l'avez apporté. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode avec les fondateurs d'Hydratis, des clients qu'on accompagne depuis à peu près un an. On a dit juillet 2023. Vous êtes à Malte pour rencontrer vos distributeurs, ce qui veut dire que vous ne distribuez pas qu'en France. On va en parler un petit peu plus en détail dans cette vidéo dans laquelle j'ai envie de mettre l'accent sur vraiment la manière d'ancrer des fondations solides sur une boîte pour créer quelque chose le plus durable possible en physique comme en ligne et tout l'écosystème qui va avec. Jérémy, tu es la personne avec qui j'interagis le plus sur la partie en ligne, dans le cadre du site, mais le site ne représente pas l'intégralité de la boîte. Le reste est géré par toi, essentiellement, Théo. Déjà, bienvenue les gars, j'espère que ça roule. Ouais, ça roule. Super. Et toi, ça va? Moi, ça va, nickel. Content d'être à Malte. Content d'être à Malte? Ouais, il fait beau, c'est bien. Tant mieux, première impression, ça va? Ça va. C'est pharmacie, vont d'Hydratis, donc on est content. Ouais. On a beaucoup travaillé, pas assez profité encore. Ok, bon, on va faire ça demain. Ok. Quand je commence un call, tu vois, avec n'importe quelle marque e-commerce, j'aime bien éplucher le site dans tous les sens parce que je vais avoir une certaine compréhension de la marque. Et après, la première question que je pose au fondateur, à toi, c'est de me présenter la marque avec tes mots pour voir si ça match avec ce que j'ai compris et s'il n'y a pas des incohérences ou des trucs qu'on peut déjà direct ajouter sur le site pour mieux comprendre un peu cet écosystème-là. Toi, quand tu as commencé à me parler de la marque, tu ne m'as pas parlé du produit directement, tu n'es pas rentré dans la technique, tu m'as parlé de votre histoire et de votre rencontre. Maintenant, j'aimerais m'adresser à toi. Théo, est-ce que tu peux nous refaire le point un petit peu sur cette histoire? Parce que vous n'êtes pas forcément, comme on l'a dit, parti d'un besoin du marché sur lequel vous auriez pu vendre tout et n'importe quoi. Vous êtes parti d'une expérience et j'aimerais bien qu'on refasse un peu le point sur cette fameuse expérience. L'histoire, elle est assez rigolote. On s'est rencontrés avec Jérémy il y a à peu près 12 ans maintenant, en Australie. Donc moi, en fait, j'ai grandi une bonne partie de ma vie à Sydney. Et Jérémy est venu en fait pendant un an faire un Working Holiday Visa. Et donc c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés et on a tout de suite bien accroché. On a commencé à justement ce qu'on fait quand on a 20 ans, quand on fait un peu la fête, mais aussi pas mal de voyages, randonnées en Australie. Et en fait, à partir de ce moment-là, tout simplement parce qu'on voulait profiter à fond. On a découvert en fait en Australie des solutions de réhydratation et à partir de ce moment-là, on a déjà trouvé ça super et entre les 5-6 années qu'on se connaissait mais où on n'a pas lancé Hydratis, on a toujours parlé énormément d'entrepreneuriat et de projets et d'idées et il y a à peu près maintenant 5 ans avant de lancer Hydratis, on s'est parlé, on s'est dit, on a envie maintenant, on est prêt à se lancer tous les deux ensemble. On avait chacun accumulé un peu d'expérience professionnelle. Et on est tombé en fait sur ce projet Hydratis parce que en fait, c'est des produits qu'on utilisait nous-mêmes réellement. On avait vu qu'il y avait un vrai besoin et qu'en France, c'était une catégorie de produits qui n'existait pas. Il y a votre expérience qui est un peu revenue sur la table où tu t'es dit, en fait, ça résonne avec ce qu'on a vécu. C'est un produit qu'on peut utiliser, donc auquel on fait confiance, même si on va en parler après. Vous avez potentiellement aussi retravaillé la recette pour avoir quelque chose d'efficace qui puisse se trimballer facilement. Enfin, peut-être il y a plein de problèmes à régler par la suite. Et donc à partir de là, ça se passe comment? Une fois que vous prenez la décision, c'est quoi? Toi, tu bosses déjà en pharmacie et tu sais exactement comment dérouler tout le process ou
Comment vous répartissez un petit peu les rôles? Déjà, quand on a l'idée, il faut s'assurer que c'est une bonne idée. On n'est jamais sûr, de toute façon, sans faire les choses. Donc, forcément, on se renseigne sur la problématique de l'hydratation. On se rend compte que ça touche tout le monde. Donc, déjà, c'est un point positif, que le marché, il n'est pas adressé. Donc, il n'y a pas de solution en France qui existe comme en Australie. Et donc, à partir de là, on se renseigne sur comment on conçoit un produit comme celui-ci, comment on le fabrique, quelle formulation, quel partenaire, donc des usines, par exemple. Et puis aussi, il faut aller voir le marché, donc les potentiels utilisateurs et aussi les revendeurs, donc les professionnels de santé finalement. Et donc pour nous, c'était la pharma. Donc Théo, quand on se lance, il est toujours à Sydney, moi je suis à Paris, on a nos activités respectives. Et en parallèle de nos activités, en fait, on commence à travailler sur le projet. Donc moi, je vais voir les pharmacies avec des premiers packaging, donc des faux produits faits sur PowerPoint. C'est toi qui gères les pharmacies du coup à ce moment-là? Moi, je suis sur place, voilà, exactement. En fait, tout s'est fait naturellement. On a pris, en fait, le projet a pris de l'ampleur et de la vitesse au fur et à mesure. Bien évidemment, au début, je faisais un peu, Théo faisait un peu, et puis à un moment, on s'est rendu compte qu'on était à fond. Et donc là, ça s'est vraiment accéléré. Okay. Et voilà, on avait les premiers contacts avec les usines pour savoir combien pouvait coûter le produit à fabriquer, s'ils étaient capables de le faire, aussi les professionnels de santé, les scientifiques qui pouvaient nous aider à arriver à nos fins, donc à créer une solution qui permet d'optimiser l'hydratation du corps. Puisque l'hydratation, voilà, c'est pas uniquement de l'eau, c'est un manque d'eau et de minéraux. Exactement. Et donc voilà, ça commence comme ça, on est juste deux, on n'a pas de moyens, on met pas de moyens sur la table et on y va à la mano. Et vous n'êtes pas issu de la génération Facebook Ads où ça lance des pubs facilement, ça vous vient même pas forcément à l'esprit dès le début? Je pense que l'un de nos atouts, c'est qu'on vient ni du monde du marketing, ni du digital, ni de la pharma. Donc on y va avec aucune barrière mentale et on y va vraiment, on arrive devant chaque personne en disant on sait rien faire, on ne connaît pas, est-ce que ça vous intéresse, comment on pourrait faire, etc. Assurer avant que le produit est faisable et qu'il fonctionne. C'est une démarche qui est intéressante puisqu'il y en a qui vont simuler justement le fait que le produit existe, rembourser potentiellement tous les clients, déjà soumettre l'offre et leur message au marché et ensuite aller contacter les usines. Vous d'abord vous assurez que le produit fonctionne, qu'il existe, qu'il est acheminable et que vous pouvez répondre à un besoin. En fait. Répondre aux besoins ou même genre alimenter les pharma que vous closez par exemple. Enfin, je sais pas si on appelle ça closer, genre c'est ça qui est référencé. Référencé. Qui référence Hydratis. Ok. Et vous allez les contacter direct. Et il se passe combien de temps à partir quand on part de l'idée jusqu'à la première commercialisation, le premier tube vendu? Il se passe 1 an environ. 1 an, ok, quand même. 1 an, C'est long? Je pense que c'est rapide, je dirais quand même. C'est long et après on était au départ, comme disait Jérémy, entre la France et l'Australie. Donc là on bossait encore et puis après progressivement on se dit, tu passes le cap de je vais arrêter mon boulot. Et maintenant je me mets à plein temps sur ce projet-là. Et du coup on était pendant un peu plus de 6 mois vraiment à plein temps sur le projet. On faisait que ça sans gagner de l'argent, quoi. Oui, donc effectivement, ça peut être long, le fait de ne pas gagner d'argent et de pas non plus commencer à vendre en 1 an. Après, on commence de zéro, avec rien. 0 produit, 0 marque, 0 distribution, 0 site aussi. Donc, et le marché n'existe pas en France. Donc finalement, 1 an pour arriver à un produit commercialisable, c'est déjà pas mal. Après, il faut le commercialiser, le vendre et trouver notre marché. Ouais, et on va parler du produit juste après. Avant, j'ai une dernière question quand même, et elle pourrait durer longtemps parce que j'ai l'impression que vu que le marché n'existe pas, il y a besoin d'éducation quand même au niveau du produit. Parce que tu vas convaincre peut-être les sportifs qui sont déjà éduqués à ces solutions d'hydratation, mais le reste. Donc une fois que ton produit est référencé en pharmacie, quelles actions vous mettez en place ou les pharmaciens mettent en place pour que le produit se vende? C'est cool. Et même comment on fait confiance en fait au final parce que tu arrives en disant le marché n'existe pas mais j'ai une solution pour y répondre. Ouais, mais je pense qu'il y a déjà... tu peux avoir un peu 2 cas de figure. Un marché mature où il y a déjà 30 000 marques et produits. Dans ce cas-là, il faut que tu arrives à convaincre que tu es différent et peut-être meilleur ou mieux. Et nous, effectivement, c'était l'opposé. C'est-à-dire que le marché n'existait pas, il n'y avait pas de concurrents, pas de marque, pas de produits. Et dans ce cas-là, toute l'énergie, elle est sur se faire connaître et faire comprendre aux gens à quoi on sert, comment on s'utilise et qu'ils en ont potentiellement besoin. Je pense qu'on s'est un peu cassé les dents au tout début, puisque nous, on visait vraiment que la pharma.
On ne visait pas le digital. Pour nous, c'était la pharma. Et on s'est assez bien débrouillé dès le début, puisque je crois qu'on a réussi à se développer dans 200 pharmacies assez rapidement. On reviendra sur les timings un peu avec le Covid, les confinements et tout. Mais donc, en gros, on a réussi à vendre dans 200 pharmacies, sauf que il n'y a personne qui connaissait le produit, qui comprenait le produit, ni pas même le pharmacien qui pouvait avoir du mal à le proposer, à le vendre, à le conseiller. Ce qui fait qu'en fait, il n'est pas sorti au début. Et en fait, il y avait toujours cette objection. Parce qu'en fait, tu travailles avec des objections quand tu es dans du B2B, dans ce genre de milieu. Même avec des clients finaux que vous avez sur le site. Exactement. Ouais. Et si tu veux, les pharmaciens nous disaient, oui, c'est gentil, mais j'ai pas de demande. Donc, à partir du moment où tu n'as pas de demande, il faut aller créer cette demande. Ouais. Et évidemment, il y a 2 avenues principales. Ça va être de créer la demande parce que le pharmacien va identifier en fait que la personne à qui il parle a besoin du produit. Donc, on reconnaît des symptômes de la déshydratation. On se rend compte que la personne ne boit pas assez d'eau, comme une grande partie des gens, tout simplement. Mais c'est pas au pharmacien de prescrire, techniquement. Il peut conseiller. Il peut conseiller. Mais c'est pour ça que nous, on voulait passer aussi par la pharma. Ouais. C'est que nous, c'était important qu'il y ait le conseil d'un professionnel de santé. Ouais, je comprends. Tu vois, pour éduquer, mais aussi pour conseiller sur la bonne manière de prendre le produit et pourquoi. D'un côté, tu contrôles pas le discours, mais c'est plus ou moins évident si tu es déshydraté. Ouais. Le produit colle aux besoins et lui, tu peux lui faire confiance pour proposer cette solution technique. Mais la problématique qu'on a, c'est que personne arrive en se disant Monsieur le pharmacien, je suis déshydraté. Si tu veux, ça arrive très peu en fait parce que on ressent pas forcément, on reconnaît pas les symptômes de la déshydratation. Je suis fatigué, j'ai des crampes, exactement. Ouais. Et donc ça crée une grosse problématique. Donc en fait, nous, notre challenge était de dire, ok, comment est-ce que je vais créer la demande autrement ? Évidemment, on va essayer, comme tous les autres laboratoires pharmaceutiques qui sont évidemment beaucoup plus forts que nous parce qu'ils sont ils ont des délégués commerciaux en interne qui s'occupent que de leur marque, donc ils peuvent plus facilement aller former les pharmaciens à faire ce genre de choses. Mais globalement, c'est très difficile de faire de la formation parce qu'on fait face à énormément de marques. Donc, il fallait créer de la demande autrement et c'était ça tout notre challenge. Oui, et puis on découvre tout ça aussi. Donc, En étant sûr d'une chose, le produit fonctionne. Le produit fonctionne et il y a un réel besoin. Et les premiers consos qui prennent le produit, on commence à voir des retours de dingue. Mais vraiment, des gens étaient tellement contents. Et aussi, rapidement, on commence à voir qu'il y a un petit peu de bouche à oreille. Parce qu'en fait, on commence à créer cette première communauté de gens parce que c'est pas un produit comme beaucoup de produits qu'on prend et puis voilà. C'est un produit qu'on prend et on en parle. J'ai découvert ça, c'est vraiment innovant. Parce qu'il y a un avant-après. C'est ça. Et pour consommer le produit, il y a un avant-après. Ouais. Et dans plusieurs circonstances, tu vois, qu'on boive, donc on ait un peu un réveil difficile, on va dire, qu'on ait besoin de se concentrer. En fait, moi, je le ressens direct. J'ai l'impression, il n'y a pas de moment spécifique. Je ne vais pas prendre une pastille à 18h tous les soirs. Mais je vais le ressentir en fait. Même si je m'hydrate beaucoup, il y a un moment où je vais en avoir besoin et ajouter cette petite pastille dans ma gourde et je sais qu'instantanément, plus ou moins, je vais me sentir mieux. Si on parle... Il y a une grosse partie aussi mais justement, c'est à partir du moment où tu prends le produit, déjà tu commences à être sensibilisé par rapport à cette thématique-là. Et du coup, tu vois, on parlait tout à l'heure du fait de même pas reconnaître en fait qu'on est déshydraté. Ouais, tu fais plus gaffe en effet. Et là en fait tu commences à faire plus gaffe, tu commences à te rendre compte de ok mais j'ai pas bu assez d'eau pendant la journée, c'est peut-être pour ça que je me sens pas bien. Donc en fait je me réveille, je prends de l'eau ou je prends un hydratis. Enfin, c'est du coup dans tous ces petits moments-là où on commence à se rendre compte de l'importance que ça a et directement on reconnaît les symptômes et on se dit en fait c'est vraiment super important cette problématique d'hydratation ou de déshydratation. C'est grâce au digital, notamment, qu'on a ces premiers retours. Parce qu'en pharma, bien sûr, ça c'est l'inconvénient qu'on n'avait pas vu. D'être au contact direct de la personne. On ne l'est pas. Ça, clairement, on ne l'est pas, à moins d'aller voir tous les pharmaciens qui ont plein de patientèle sur des sujets différents. Et qui se souviennent du retour. Exactement. Sur Hydratis, c'est quelque chose. C'est sûr. Et si on parle du produit, parce que c'est quand même assez bizarre de se dire que parfois on peut boire de l'eau
et être déshydraté. Et moi, j'ai rencontré le produit la première fois, je t'avais balancé un peu cette anecdote, au Mexique, où on m'a dit, je faisais un peu de sport, bon, ça arrivait de boire des canons aussi, tu vois, mais c'était mon coach à l'époque qui me dit, attention, fais gaffe, l'eau en bouteille ici n'hydrate pas. Je dis, mais attends, mais c'est quoi ce délire et après, j'ai connu aussi qu'en France, tu as certaines régions, ça dépend de la dureté de l'eau au robinet aussi, où va y avoir moins de minéraux et donc tu vas être moins hydraté. Donc, du coup, dans l'eau, il est censé avoir un certain nombre de minéraux qui sont censés t'apporter ce dont ton corps a besoin pour être hydraté techniquement, mieux te concentrer, te sentir bien, etc. etc. Ce qui m'a freiné au Mexique, typiquement, c'est que les seules solutions d'hydratation électrolytes sont des solutions en bouteille avec des goûts qui sont très sucrés, salés, un mix qui est un peu bizarre et surtout très calorique. C'est minimum 130-150 calories par bouteille. Et c'est vrai que quand je suis rentré en France, j'étais déjà un petit peu éduqué à ce sujet-là parce que je savais les bienfaits que ça apportait pour le sport comme pour le lendemain de cuite, par exemple. Et donc j'ai cherché une solution qui n'était pas calorique parce que la règle quand tu commences un peu à faire gaffe à ce que tu fais, c'est de ne pas en boire des calories. Comment votre produit se démarque justement de ces solutions-là et comment vous avez réussi à créer quelque chose qui est sain, qu'on peut consommer à plusieurs reprises par exemple dans la journée sans avoir à forcément culpabiliser, tu vois. Ouais. Bah, effectivement, au Mexique, c'est un marché très développé. Tout le monde connaît, tout le monde en consomme. Après, c'est vrai qu'on est un peu plus sur des boissons type soda, donc très sucrées, qui peut avoir d'autres points négatifs, hein, justement. Et alors là, nous, ce qu'on a fait avec Hydratis, c'est quand on a développé la solution, c'était vraiment dans l'objectif d'être la meilleure solution pour optimiser l'hydratation du corps. Donc en fait, ce qu'on va retrouver dedans, on va retrouver du glucose, du sodium et différents sels minéraux. Il y a du magnésium, potassium, zinc par exemple, mais qui sont dans un dosage en fait très spécifique pour justement aider le corps à absorber plus rapidement et plus efficacement l'eau. Donc le sucre et le sodium qu'on va retrouver, ils sont essentiels. Sans ça, ça ne peut pas marcher. Mais c'est très faible. Hein. Tu vois, par exemple, pour un verre d'eau, tu as 1,9 g de sucre. Ok. Donc c'est très faible. Et voilà, on se focus, nous, sur vraiment l'hydratation. Là où les autres boissons, ça peut être soit sur le plaisir, type soda, ou des boissons d'effort dans le sport que tu peux retrouver. C'est vrai, pour pas citer de marque, Powerade par exemple, sont censées être des solutions qui incluent aussi ces minéraux. Exactement, ouais, mais où on va retrouver beaucoup de sucre dedans. Ouais. Et tu vois, je pense que c'est assez important parce qu'en fait, Hydratis, ce qu'on a fait, c'est essayer d'avoir le dosage en sodium, en glucose le plus faible possible, mais pour avoir quand même ce bénéfice de réhydratant qui est hyper important. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'aujourd'hui, on voit sur le marché des acteurs qui vont en fait essayer d'avoir l'allégation autour de l'hydratation et le fait de réhydrater sans mettre de glucose ou de sodium. Ils mettent sans sucre, quoi. Ils mettent sans sucre. Mais en réalité, à partir du moment où vous voyez un produit sans sucre qui est pour l'hydratation, c'est un produit oui, qu'on peut boire. Donc, mais ce n'est pas du tout un soluté de réhydratation. On est hors scope en fait, de réhydratation. On est sur un produit marketing. Et nous, ça a été toujours hyper important de dire on va travailler avec les contraintes qu'on a, parce que c'est pas forcément hyper marketing, mais on va le faire le mieux possible pour quand même que le produit soit hyper efficace. Parce que voilà, on est un produit qui, à la fin des fins, est fonctionnel et on veut que Hydratis rime avec produit qui fonctionne et qui réhydrate. Ok, d'où le fait d'avoir opté pour une marque très sérieuse, un nom pour lequel on comprend instantanément ce que fait la marque, et du coup une cible qui est spécifique où vous ciblez à peu près n'importe quelle personne qui vise à être réhydratée, déshydratée, à savoir le monde entier. En gros, nous on n'avait pas forcément d'approche spécifique, enfin vraiment pour nous c'était l'hydratation, on savait que 3 personnes sur 4 étaient potentiellement déshydratées au quotidien parce que ne s'hydratant pas assez. Et alors c'était plus facile au début de vraiment se focaliser sur les occasions d'utilisation. Donc quand est-ce que l'on peut être déshydraté ? Typiquement dans le sport. Quelles conséquences ? Dans le sport, on va se retrouver avec moins d'énergie, donc moins d'endurance, une moins bonne récupération, donc des crampes, des courbatures. Consommation d'alcool, qui est un diurétique, donc d'où la fameuse barre au crâne le lendemain. Il y a les seniors aussi, qui sont naturellement moins bien hydratés. Certaines personnes qui souffrent de maladies chroniques, etc. Donc, on a vraiment ciblé par occasion et pas par genre, par exemple, ou par âge.
Après, naturellement, il y a des gens qui sont plus sensibles justement et qui vont être plus éduqués à faire attention à eux, peut-être, à faire attention à leur hydratation, ou qui connaissent déjà cette problématique. Donc, ils savent qu'ils n'aiment pas le goût de l'eau ou qu'ils ne consomment pas assez d'eau au quotidien. Donc, vraiment, nous, on a commencé par ça. Et puis aujourd'hui, on peut parler plus. Le marché commence à mûrir un petit peu. Ouais, puis tu es vraiment au contact de ces derniers, quoi. Donc, exactement. Tu arrives à cibler ou même dire, on part, la taille de mon marché est tant de % de sportifs à peu près. Ouais, exactement. Alors, il s'avère que la plupart de nos utilisateurs sont aussi des sportifs. Donc, certainement des gens qui font attention à leur santé. Après, à voir, en fait, justement, à un moment donné, quand on aura touché beaucoup de gens, peut-être que là, ça va un peu plus se segmenter avec peut-être des personnes qui font des régimes, qui sont en surpoids et donc, du coup, qui sont souvent déshydratées. Ça, c'est les nutritionnistes qui nous le disent. Donc, ce n'est pas une problématique qu'ils traitent directement, mais en fait, ils sont touchés. Ok. Parce qu'on traitait souvent les occasions qui vont en fait entraîner un risque de déshydratation ou un besoin en hydratation plus important. Mais il y a aussi énormément de gens qui vont utiliser le produit tout simplement, comme toi et moi, on travaille, on va de rendez-vous en rendez-vous, on rencontre des gens. Et en fait, en fin de journée, on se rend compte, mais j'ai pas bu un verre d'eau ou j'ai bu un verre d'eau pendant la journée. T'es un peu fatigué, t'as un peu mal au crâne. Et ça, c'est les premiers symptômes de la déshydratation. Et concrètement, ça arrive à tout le monde. Et il n'y a pas besoin d'être un sportif de haut niveau. Nos clients, c'est aussi monsieur et madame tout le monde qui font un peu de sport, qui travaillent ou travaillent pas, ou qui sont un petit peu actifs, tout simplement. Je pense que c'est ça l'élément important. Alors, j'ai 2 remarques à faire là-dessus. J'en ai une sur l'utilisation, je vous ferai un feedback après. Et j'en ai une sur le discours. J'ai l'impression que votre discours résonne chez votre cible à un moment où les symptômes sont présents. Mais j'ai l'impression qu'une fois qu'on a été éduqué à ce sujet-là, on utilise beaucoup plus la solution en prévention et c'est la meilleure manière de l'utiliser plutôt que quand le problème est déjà présent. Typiquement, si tu as une crampe, c'est déjà trop tard. Tu vois. Si tu as mal au crâne en ton lendemain de soirée, c'est pareil. Tu vas pas résorber 100% de la problématique. C'est là où il y a une phase d'éducation aussi sur l'utilisation du produit. C'est fais gaffe quand tu rentres de soirée, par exemple. Mets une pastille dans ta gourde ou ton verre avant d'aller te coucher. Typiquement, quand tu cours des longues distances, hydrate-toi au quotidien. Attends pas que t'aies le sentiment d'être desséché. Est-ce que c'est vrai ? Ouais. Je pense que c'est la porte d'entrée au produit qui est la plus évidente. Pour, je veux dire, si tu as mal au crâne, des crampes à un instant T et qu'on te dit tu as des crampes, est-ce que c'est peut-être à cause de la déshydratation ? Bon, tu es sur une problématique, une solution. C'est quand même beaucoup plus simple que de dire attention, pour être vraiment bien et au top, on a une solution, mais tu as un lien qui est moins direct. Et c'est un peu léger finalement, peut-être même. Ouais. Tu vois. C'est vrai que si tu as des maux de tête tous les jours ou des crampes chroniques tous les soirs, on peut se projeter. Si on parle de cette problématique, tu dis putain, j'ai peut-être quelque chose qui va me sauver, me changer mon quotidien. Ouais. On s'identifie et tout de suite. C'est plus fort. Par contre, c'est vrai, c'est une réalité. C'est qu'après, les gens, une fois qu'ils adoptent le réflexe hydratis, ils vont vraiment l'intégrer dans leur routine. Ça va être un peu quelque chose, un pense-bête pour eux. Ils vont le faire en prévention. Et c'est là que c'est le mieux, effectivement. C'est avant, en fait, d'avoir les symptômes et d'être déshydraté. Vaut mieux avoir une bonne hydratation, ce qui va permettre d'avoir, en fait, une bonne énergie, de se sentir bien au quotidien. Ouais. Et il y a plein d'angles à décliner, comme on l'a dit, sur la concentration, le sport, l'alcool, la vieillesse, etc., etc. C'est ça qui est super intéressant, c'est que du coup, la cible est large. On peut aussi avoir le risque d'avoir un discours beaucoup trop large et que personne s'identifie. Et c'est tout le challenge de la partie en ligne, communication à gérer. On va en parler. Mais je pense que c'était vraiment important de faire le point sur la solution, le produit, parce qu'on construit. Ça fait partie des fondations, en fait. On part de là pour en créer vraiment quelque chose de solide sur le long terme, en vendant un produit qui résout un problème qui est profond dans votre cas vital et qui fonctionne. Petit feedback sur les pastilles. Je crois que tu dis 2 pastilles par 500 millilitres. Ouais. Une pastille pour un verre d'eau. Je trouve que c'est trop. Moi, je mets une pastille dans une gourde entière et ça fait large le taf, tu vois. Et d'un autre côté, j'ai un produit qui est aussi plus durable. Ouais. Alors ça, c'est assez intéressant parce que comme tu dis, le produit, c'est un petit peu le début, en fait, de notre mission, tu vois, qui est justement d'être les experts de l'hydratation. En fait, cette solution va permettre donc, d'améliorer son hydratation.
Mais on est là aussi pour apporter beaucoup de connaissances sur le sujet. Et en fait, l'hydratation, c'est quelque chose de très complexe et très fragile. Et elle va varier d'un individu à une occasion, à une situation, en fait. Tu vois, en France, on préconise de boire 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Bien évidemment, si tu es en plein désert toute une journée, si tu bois qu'1,5 litre ou 2 litres, en fait, tu vas mourir déshydraté. Ou en fonction de ton activité, potentiellement. Ton activité, voilà, on parle d'une moyenne. Ouais, c'est ça. Donc, si tu veux, nous, justement, on fait beaucoup de travail de recherche aussi, tu vois, d'études, d'essais cliniques, sur différentes situations pour administrer le mieux le produit. Donc, effectivement, il y a des gens qui le prennent plutôt en concentré, ou d'autres qui le diluent comme toi, mais qui vont le consommer tout au long de la journée. Je pense que de toute façon, ce qui est important, c'est aussi d'être attentif justement à ces sensations. Donc, ne pas attendre la soif et effectivement, mettre une pastille hydratrice dans sa bouteille que tu bois tout au long de la journée. De toute façon, ce sera toujours plus efficace que de boire une eau faiblement minéralisée. Ok. Donc, super intéressant. Vous attaquez du coup le marché par les pharmacies, ce qui est original parce que pour toutes les personnes que je côtoie, qu'on accompagne ou autres, c'est quand même dans la majeure partie des pure players e-commerce. À partir de quel moment le site est lancé ? Le site, on le lance 2 semaines après le premier confinement, donc mars 2020. Okay. Sachant qu'on ne vient pas du digital, que j'ai découvert Shopify à ce moment-là. Shopify direct. Alors, on avait fait Wix okay. parce qu'on savait que c'était important quand même d'exister sur le digital, sur Internet. Et quand il y a eu le confinement, sachant qu'on voulait vendre aux pharma, impossible du coup de vendre aux pharmaciens. Donc là, on s'est dit, on a 30 000 tubes qu'on venait de recevoir. Hein. Okay. Donc pas de clients, du stock qu'on avait acheté, qui était dans notre logistique, chez un logisticien qui est un partenaire. Et donc, on se dit, il faut vendre coûte que coûte. Le digital, c'est possible. Donc, allons-y. Et on a fait direct un Shopify. Donc, je crois que j'ai réussi à passer 2-3 coups de fil de personnes qui étaient dans ce domaine-là. De toute façon, déjà à l'époque, quand tu regardais sur Internet, Shopify revenait souvent. Et donc, on a lancé notre premier site comme ça, sans aucune connaissance, sans rien. Et les pubs méta tout de suite aussi, parce qu'on savait qu'il fallait générer du trafic. Mais on n'y connaissait rien. On l'a fait par défaut. Parce qu'au départ, on était vraiment dans une approche retail. Hydratis a été, si tu veux, et ça c'est un gros point, c'est qu'il a été réfléchi et conçu pour la pharmacie. Et pas l'inverse. Parce qu'il y a beaucoup de marques que tu dois connaître e-commerce qui veulent à un moment donné passer sur le retail. C'est d'ailleurs le fonctionnement standard, c'est de se dire je suis trop dépendant de mon canal online, voire même d'une seule et unique source de trafic. Donc d'abord je vais tester les marketplaces ou Amazon, et après j'ai besoin de m'ancrer et de mettre les pieds sur la partie retail physique. C'est là, c'est intéressant. Ouais, et je pense que c'est souvent hyper difficile pour une marque e-commerce d'adapter pour avoir, parce que sur le e-commerce, tu as quand même toutes les informations, la fiche produit, la publicité qui va expliquer le produit, alors qu'en retail, à la fin des fins, tu es sur une étagère et il faut que ton produit, globalement avec le packaging et un peu de PLV, c'est publicité sur lieu de vente, il faut que tu arrives à être super efficace. Et ça, c'est pas facile, surtout quand on produit. Et t'es moins agile aussi. Sur un site, tu peux changer ta fiche produit tous les jours. C'est ça qui est aussi super intéressant sur ton lancement en ligne, c'est de se dire, écoute, je fais pas un lancement pour me dire... tu vois, la plupart des personnes qui vont écouter cette vidéo ou qui écoutent ce contenu testent souvent ou régulièrement des nouveaux marchés, par exemple, et sont prêts à jumper d'un marché à un autre, disant, écoute, ça ne répond pas, je passe à la suite. Toi, t'es parti du constat de se dire, on est déjà en point de vente physique, il y a un marché, mon produit est solide, répond à la solution. Si mes pubs ne marche pas la première ou la deuxième semaine, c'est pas grave, on va adapter le discours jusqu'à trouver le nôtre et une manière de percer, de trouver notre propre voie et une manière de le communiquer, quoi. Je pense que et c'est ça. Nous, on était convaincus de la problématique et de la solution et on y allait à fond. Il y a un moyen, c'est sûr que ça marche. Exactement. Donc en fait, qu'importe les blocages qu'on a pu rencontrer en chemin, on a toujours travaillé à fond sur ce projet, sur Hydratis. Et en étant très focus aussi. Tu vois, on n'a pas cherché à faire une dizaine de produits avec je sais pas combien de gammes pour faire du chiffre d'affaires. En fait, nous, on ne part pas d'une envie de faire du business. On part, et comme tu le disais au début, d'une expérience personnelle qui nous fait découvrir une problématique. Et voilà, on est convaincu et du coup, on travaille à fond dans cette direction. Carrément.
D'où le fait, c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve en fait sur le site, quoi. Vous retrouvez que des tubes Hydratis, différents goûts. Il y a peut-être de nouveaux goûts qui vont sortir, je suppose. Il y en a, la vidéo, elle sort quand? Dans pas longtemps. Dans pas longtemps. Bon, il y aura un goût qui sera sorti, un nouveau goût. Ok. Ouais. Mais effectivement, on n'a qu'un produit. Donc ça, c'est important de le souligner, quand même, de le rappeler. Parce qu'on peut le trouver déjà sous plusieurs formes. Tu pourrais vendre des bouteilles toutes faites, tu pourrais vendre de la poudre. Exactement. Donc aujourd'hui, Hydratis, c'est un seul format, c'est une pastille effervescente, donc à mettre dans l'eau, qui va venir l'enrichir avec les sels minéraux. Et en gros, on l'a décliné en plusieurs goûts. Parce que aussi, l'autre chose en fait, qu'on s'est dit très tôt dans le projet, un peu par instinct, c'est qu'on s'est dit qu'on a beau développer la meilleure solution scientifique pour hydrater le corps, si en fait elle n'est pas consommée parce que le goût n'est pas bon, en fait le produit est inutile. Ouais. Donc on a lancé dès le début 3 goûts, très mainstream, donc très grand public, pêche, fruits des bois et citron fleur de sureau, qui sont d'ailleurs nos top sellers aujourd'hui, nos best-sellers. Et on a continué en fait de développer de nouveaux goûts. Donc souvent l'été, en fait, on sort des goûts un peu plus exotiques. Et depuis 2 ans maintenant, l'hiver, on sort aussi des goûts à boire chaud, puisque l'hydratation l'hiver, alors c'est un peu moins connu encore, mais on est souvent déshydraté avec le froid, les temps secs, les pièces chauffées, et donc on peut prendre en tisane. C'est vrai, on le ressent. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que même parmi les goûts, vous avez des goûts de première acquisition et des goûts de LTV. Ce que je veux dire, c'est que genre, typiquement citron ou même gingembre ne sont pas des goûts que, même si tu vas en pharmacie, c'est des goûts qui sont assez délaissés. C'est les derniers qui restent généralement pour avoir mis les pieds en pharmacie. En tout cas. Moi, je vois plus aucun tube en pharmacie. La boîte est vide. Mais pour y être allé la dernière fois, il restait que des gingembres, je crois. Okay. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, on avait goûté avec toute la team et pour la plupart, c'était leur goût préféré. Mais c'est pas celui qui donne envie dès le début parce qu'on est plus attiré par les goûts plus mainstream, comme tu disais. Tu vois. Quand vous lancez la partie online et commencez à recevoir du trafic, à ce moment-là, on est passé de 200 à combien de pharmacies? Il s'est passé aussi combien de temps? Parce qu'il y a eu cette première année avec les premières pharmacies qui arrivent, le site, tu vois, juste pour se repérer par rapport au Covid et cette période. En gros, on shoot quelques pharmacies, je pense, on s'implante dans quelques pharmacies, peut-être 50-100 juste avant le confinement, il me semble. Moins. Ouais, je pense. Moi, j'ai l'impression que le Covid, il est tombé direct. Donc, moi, j'aurais dit même si on était dans 5 ou 10 pharmacies avant que ça tombe. Enfin, après, ça remonte à tellement longtemps que je ne sais pas exactement. Mais puis, il se passe beaucoup de choses. Mais du coup, le Covid force l'entrée du site. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que notre première année de commercialisation, du coup, on se lance en pharma. Il y a le Covid qui nous empêche quand même de se développer en pharma. Mais on arrive quand même sur la première année à être dans 300 pharmacies environ. On lance notre site aussi en lançant nous-mêmes nos pubs sur Meta et notre compte Instagram. Ça marche pas très bien. Quand on a une vente dans la journée, on est super content. Mais les pubs font parler du produit, éduquent et ramènent potentiellement des nouveaux pharmaciens. Ouais, alors on n'en est pas encore là parce que justement la première année... Il n'y a pas assez de budget au début. La première année, on fait 300 pharma en sell-in, pas de sell-out. Donc en fait, au bout d'un an, il y a les pharma qui nous appellent en disant... Céline, donc tu te déplaces directement dans les pharmacies, tu présentes ton produit et tu essaies. Céline, on leur vend. Okay. On vend au pharmacien le produit, sell-out, le pharmacien vend le produit au consommateur. Okay. D'accord. Et en fait, si tu veux, le produit n'est pas connu, les gens ne le demandent pas. Et donc, et puis, tu vois, c'est un tout petit produit. Donc en pharmacie, il ne prend pas beaucoup de place, tu ne le vois pas énormément. Et donc, en fait, au bout d'un an, les pharmaciens nous demandent de récupérer le produit parce qu'il ne part pas, ça ne se passe pas très bien. Et pourtant, ça ne nous a pas empêché aujourd'hui d'être à beaucoup de pharmacies. Là, on est dans plus de 5000 pharmacies. Okay. Ce qui représente quand même une grosse part du marché parce que des pharmacies, il n'y en a pas 50 000. Quoi. Il y en a 20 000. 20 000 en France. C'est quand même pas mal déjà. Il y en a 20 000, pas mal, bien sûr, mais ça représente quand même un quart des pharmacies françaises en 4 ans d'activité. Et c'est 5000 pharmacies. Et la grosse différence, parce que c'est vraiment ça aussi, tu parlais de construire des briques. Je ne sais pas si c'est construire des briques, mais l'idée, c'est de créer un business avec une vraie pérennité. Et concrètement, ce qu'on disait au début, quand tu vends à la pharmacie, mais que le pharmacien ne vend pas, tu construis pas un business long terme. C'est facile de vendre comme ça en one shot. Ton produit peut aussi facilement disparaître d'une pharmacie, quoi. Ça dépend. Exactement. Lui, c'est un encart qui est réservé et qui est censé être performant, quoi. Bien sûr. Exactement. Et puis, il se fait démarcher tous les jours par je sais pas combien de labos, de marques, de nouveaux produits révolutionnaires qui sont les meilleurs. Donc là, aujourd'hui,
plus de 5000 pharmacies, mais qui, avec le produit qui tourne réellement et qui recommande, tu vois, soit toutes les 2 semaines, soit tous les 4 semaines, 6 semaines, selon la taille de la pharmacie ou du stock qu'ils ont pris. Mais c'est 5000 points de vente qui sont vraiment actifs. Ce qui est plus qu'intéressant, c'est que vous créez un cercle qui s'auto-alimente, ce qui fait que du coup, plus de gens parlent de vous, donc plus de pharmacies potentiellement vous contactent, plus de personnes se déplacent en pharmacie pour rechercher le produit, donc techniquement les pharmaciens commandent plus chez vous parce que le stock s'épuise. Et les pharmaciens qui ne vendent pas encore Hydratis commencent à avoir des personnes qui passent leur porte et qui leur demandent la solution en parlant directement du nom de la marque et pas forcément du besoin. Ouais. Mais ça, c'est assez intéressant et ça revient sur la thématique justement de l'omnicanalité. Là, on a fait une étude récemment où on a plus de 99% des pharmaciens qui ont répondu à l'enquête qui disaient recommander le référencement d'Hydratis à leurs confrères. Donc déjà, on a un très très fort taux de satisfaction des pharmaciens. Et après, on essaye de vraiment se poser la question de comment est-ce qu'on fait cohabiter en fait le digital avec le physique. Et en ce moment, par exemple, pour donner un exemple, on a une édition limitée qui est exclusivement vendue en pharmacie, donc qui n'est pas du tout présent sur le canal digital. Et ce qu'on fait, qui est assez osé et assez disruptif dans l'industrie, c'est qu'en fait, on lance là en ce moment des newsletters qui vont à nos clients du site internet pour les emmener en point de vente en leur disant il y a ce nouveau produit, cette édition limitée qui est uniquement disponible en pharmacie. Vous ne pouvez pas la retrouver en ligne. Donc en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est emmener des dizaines ou des centaines de milliers de personnes aller voir les pharmacies qui référencent Hydratis. Et dans quelques cas, ils vont juste dans la pharmacie qui ne référence pas forcément le produit. Et du coup, comme tu disais, vont vraiment créer cette demande. Les vraies propositions de valeur envers vous pour le pharmacien à la fin, parce que tu arrives aussi en disant, potentiellement, je fais découvrir ta boutique. Exactement. On crée du trafic dans les officines et on s'engage, on est des vrais partenaires qui sont justement, on est au-delà du produit, parce que le client va potentiellement acheter évidemment son Hydratis, mais repartir avec, là pendant l'été, avec sa crème solaire, avec la biafine, avec le machin, au passage. Donc on favorise vraiment le pharmacien. C'est quelque chose de super important pour nous. D'ailleurs, sur notre site, on met bien en avant la carte des points de vente, où il y a toutes les pharmacies dessus. Qu'on a retapé. Que vous avez retapé, que vous nous avez aidé à mettre en place. Et un autre point aussi assez intéressant, je pense, parce que dans une pharmacie, ils ont des milliers de références en tout genre. Les pharmaciens utilisent eux-mêmes Hydratis. Donc ce sont des utilisateurs aujourd'hui d'Hydratis, donc c'est forcément plus facile pour eux d'en parler et de le conseiller. Et cette recommandation, elle apparaît entre pharmaciens, mais elle apparaît aussi, je suppose, du coup, entre utilisateurs, parce que on voit passer beaucoup de stories, j'ai l'impression pas mal les sportifs, en fait, quand je suis un peu le compte Insta d'Hydratis, tout le monde est assez fier de tendre sa gourde pour dire j'ai fait l'effort, quoi. Ouais, je pense qu'il y a un peu, à l'image un peu quand même du running aussi qui est très à la mode. C'est important de montrer qu'on relève des challenges, qu'on se dépasse, qu'on progresse, et puis un partage aussi de tout ça. Et Hydratis, c'est vrai que se font bien dans cet univers. Et le tube se distingue. Genre, typiquement, une personne qui dit je suis prêt pour mon marathon, tu vois les chaussures, le truc, et tu vois le tube fluo un peu au milieu. C'est cool. Donc ouais, et c'est vrai que les gens le partagent sur les réseaux sociaux, leur expérience. Et c'est assez marrant parce qu'il y a un gros bouche à oreille, mais au point que les gens en parlent sur les groupes. Donc un groupe de running, un groupe de week-end, un groupe de soirée, pour dire qu'ils ont acheté leur Hydratis. N'oubliez pas votre Hydratis. Donc c'est vraiment quelque chose qui devient un peu communautaire, ou en tout cas qui se partage. Quelque chose de social. Je pars courir, en fait, je me prends même plus la tête à transporter de l'eau plate avec moi, parce que je sais que je vais devoir en boire plus, que ça va me donner envie de pisser. Potentiellement, je pars pour des sorties longues. Et donc maintenant, c'est direct, quoi. C'est une pastille dans chaque gourde ou tout ce que je trimballe. Mais c'est sûr que les clients sont hyper fiers de partager leur découverte avec leurs proches. Tu vois, un truc qui arrive depuis longtemps, mais là de plus en plus fréquemment, c'est pour des mariages où en fait on demande à avoir un stand Hydratis ou à donner un tube Hydratis aux invités parce que je pense qu'il y a on partage la découverte d'un produit qui
qui est vraiment innovant et on a envie de le faire passer et de montrer aussi qu'on a trouvé ce produit. Et ça, c'est cool. Tu parlais d'offres que tu fais spécialement dans les pharmas. A contrario, je suppose qu'il y a des offres quand même qui se font spécialement pour le site. Du coup, ça te permet de gagner un crédit vis-à-vis des pharmaciens qui se disent allez, let's go, je peux faire une offre maintenant spécialement sur mon site qui peut être aussi désavantageuse par rapport aux personnes qui se déplacent en pharmacie. Ça peut être dangereux, ça aussi, du coup. Tu peux pas faire ce que tu veux maintenant sur le pricing, sur le... Ouais, non, encore une fois, on fait toujours hyper attention à que le pharmacien soit avantagé. Donc, si tu veux, normalement, on réplique si on fait très peu de promotions déjà, mais si jamais on fait une promotion, elle est automatiquement répliquée en pharmacie. Typiquement, Black Friday, c'est une opération marketing à laquelle on participe, mais on la propose aux pharmaciens. Okay. Et même récemment, il y a aussi le potentiel pour les clients d'aller acheter le produit en pharmacie, d'en prendre la photo et de gagner des points. Donc en fait, on va même pousser les gens à aller retrouver Hydratis directement chez le pharmacien. Donc les liens que vous créez entre le site, c'est déjà le trafic, les personnes qui croisent le produit en physique, donc ça renforce la confiance sur la partie en ligne. Sur la partie en ligne, je peux trouver la pharmacie la plus proche de chez moi si j'ai un mal de tête et j'ai besoin du produit instantanément. C'est ça aussi qui est insane, parce qu'on est sur un consommable. Je peux ne plus en avoir à la maison si je suis éduqué et j'en ai besoin maintenant. Même si vous livrez rapidement, il n'y a rien de plus efficace que se déplacer dans sa rue et aller dans la première pharmacie qui vend le produit. Le fait de pouvoir attirer des pharmaciens d'un côté ou de l'autre, et les offres que vous pratiquez, il y a un truc que tu peux pas faire sur la partie pharmacie, c'est les systèmes sur la quantité typiquement qu'on a mis en place. Ça, est-ce que c'est grave ? Non, mais justement, en fait, je pense que cette idée d'omnicanalité, c'est aussi que ça répond à des réflexes différents d'achat. Donc, comme tu l'as dit, si tu as un besoin instantané, tu vas dans la pharmacie en bas de chez toi et tu achètes ton tube d'Hydratis. Tu l'as tout de suite. Tu équilibres avec le fait de faire du stock sur le site, tu vois. Exactement. Et là, en fait, sur le site, ça va peut-être être des gens plus organisés ou qui en consomment beaucoup plus pour XY raisons. Et donc forcément, il y a un avantage parce que pour nous, c'est complètement désavantageux de vendre un tube. Donc c'est pour ça qu'on favorise aussi la pharma là-dessus. Et par contre, en quantité, c'est plus facile. Donc, on donne justement un avantage, mais notamment via l'abonnement. Ouais. Parce que qui est arrivé au fur et à mesure, parce que si je reprends le cycle un petit peu de l'évolution du site, si je me souviens bien, on onboard Hydratis, il y a des packs tout faits qui sont présents sur le site et il y a des produits seuls sur lesquels tu ne peux pas commander, qui redirigent au pack tout fait. Exactement. Mais on se rend compte qu'il y a du trafic qui arrive sur les produits seuls, qui est ensuite redirigé vers les packs pour se dire let's go, c'est ce qu'on veut prioriser en interne. C'était le bordel au début. C'était un peu le bordel, ouais. Et c'est marrant parce que du coup vous pouvez aller voir sur le site, on a recentré le funnel sur une page qui est unique, qui a un builder, une sorte de builder de pack Hydratis, auquel on a intégré évidemment la partie réduction sur la quantité pour aussi mettre en place une offre, quelque chose d'assez irrésistible sur la marque et un intérêt de commander plus. Et puis il y a cette notion d'abonnement qui est arrivée par la suite et qui fait sens parce que c'est un produit qui techniquement je l'achète, il y a 20 pastilles, j'en consomme une, il en reste plus que 19. Ouais. Puis en plus, quand on l'a adopté, en fait, pourquoi on l'aurait pas avec soi chez soi ou en voyage dans sa pratique de tous les jours. Donc effectivement, l'abonnement, c'était super important. C'était logique, et pourtant, ça arrivait tard. Ouais. Parce que forcément, il y avait des choses à prioriser, notamment la logique donc de ce builder pack. Mais c'est même presque pas un builder pack, en fait. Finalement, tu arrives sur une page produit où tu as un produit avec plein de goûts. Donc en fait, tu viens faire tes courses, ton marché, et tu viens prendre les goûts qui te plaisent, quoi. Ouais, carrément. Et j'aimerais bien, parce que tu arrives, tu montes un Wix, ensuite tu dis, Shopify, ça a l'air d'être pas mal, l'herbe elle est peut-être plus verte là-bas, et tu en arrives maintenant à lancer des tests sur le shop, parler de priorisation, être beaucoup plus éduqué sur la manière dont tu fais évoluer ton funnel, lancer un max de créatives sur Facebook. Cet apprentissage, il a été quand même... long, passionnant, je suppose. T'es devenu un peu un mec du digital ou t'as encore du mal ? Non, je pense pas que je sois devenu un mec du digital. Pour en connaître un certain nombre dont toi, il y a des vrais cracks dans ce domaine. Mais justement, je pense que notre force, nous, c'est de s'entourer des experts, des vrais pros. Et en fait, cette culture, par exemple, d'A/B test via le digital,
c'est vous qui nous l'avez apporté. Maintenant, c'est quelque chose qu'on comprenait et qu'on cherchait depuis longtemps quand même. Tu étais déjà quand même censé faire en acquisition, parce que généralement, le truc qui est complexe avec notre métier, typiquement, c'est qu'on est obligé de reproduire un peu ce que les algorithmes font, là où eux envoient le budget automatiquement sur la bonne créa ou celle qui performe le mieux. Nous, notre rôle, c'est d'essayer de resimuler ça avec nos outils. Donc, à ce moment-là, quand on se rend compte globalement, tu es déjà habitué et tu as déjà compris qu'il fallait alimenter en variation ta plateforme publicitaire pour pas que ton discours s'épuise ou ta créative disparaisse. Du coup, le but, c'est aussi de répercuter ça sur le site et de prendre de meilleures décisions, quoi. Ouais, et puis le site, je pense que moi, je l'ai refait 3 fois. Je pense qu'à chaque fois que je le faisais, je disais à Théo, bon, c'est bon, là, on a un super site. Que 1 mois et demi après, je trouvais le site pourri. Et en fait, pourquoi la raison, c'est que quand tu fais des modifs sur un site, que tes chiffres soient en croissance ou en décroissance, tu peux pas savoir si c'est grâce à ton site ou pas. Et il y a un côté super frustrant où à la fin, en fait, si tu le fais juste avec ta vision des choses, ça peut marcher ou pas, mais ça reste sur le coup de aléatoire. Exactement. Parce qu'un concurrent l'a fait ou une boutique auquel parce que je trouve ça plus joli, etc. Donc c'est vrai que d'être vraiment sur du rationnel et du test and learn en permanence, c'est important. On est beaucoup plus serein avec cette démarche. Par contre, bien sûr, il faut un certain volume pour en arriver là. Mais quand on atteint un certain volume, même sur la pharma, en fait, on peut, même en physique ou sur d'autres aspects, pas que sur le digital, on peut avoir ce genre d'approche. Et confirmer, en fait, les choix. Aujourd'hui, vous êtes une marque omnicanal via le fait que vous vendez en pharmacie et en ligne, mais omnicanal aussi parce que vous n'avez pas qu'une seule source de trafic et d'acquisition sur la partie en ligne. Vous êtes présent partout, toutes les régies publicitaires par exemple. Alors, nous, on est sur Google et Meta principalement. On a commencé un peu de TikTok, mais maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment surtout ça. Et bien évidemment, on cherche à réduire notre dépendance à Meta, donc tout en ayant de la croissance, bien évidemment, mais on commence à faire pas mal d'affichage en pharmacie, donc plutôt de la publicité physique, quoi. Et ce qui est ouf, c'est que du coup, vous me le disiez, la pharmacie représente plus de part de votre chiffre d'affaires que le site web. Donc si Meta coupe, globalement, le business reste maintenu, quoi. Il y a moyen que tu le ressentes quand même. Je pense que ne coupe pas. Oui, mais non, parce que le challenge aussi, évidemment, il y a une partie qui est chiffre d'affaires, mais il y a une partie, c'est canaux de communication. Et on a besoin aujourd'hui de Meta en dehors parce qu'il y a un chiffre d'affaires en fait qu'on ne voit pas, parce que en fait il est redirigé. Et voilà, il n'est pas attribué au site internet, il est attribué à la pharmacie. Sauf que c'est impossible à vraiment relier. Et du coup, il y a un challenge de dire, OK, comment est-ce que je fais pour dans 2-3 ans que Meta représente 50, 40, 30% de mes dépenses plutôt que 90 ou 95%. Et donc ça, c'est un enjeu qui est long terme. Et c'est un enjeu auquel on peut se pencher à partir d'un certain volume. Parce qu'au démarrage, d'aller faire de la publicité télé, pour prendre un peu l'extrême, c'est impossible d'envisager de faire de la publicité télé. Alors que pour nous, aujourd'hui, c'est quelque chose qui paraît beaucoup plus atteignable. Surtout avec une taille de cible aussi grosse, c'est aussi large. Ultra pertinent. Bon, on l'a vu avec notre passage sur M6. Donc on a déjà fait un peu de télé quelque part. Donc nous aussi, indirectement, grâce à vous. Exact. On a vécu ce passage, je crois, à peu près après 6 mois de collaboration. Ce qui est cool, c'est qu'il y a un peu de temps quand même pour s'y préparer. Vous tournez quand ? On a tourné en septembre 2023 du coup, et on est passé la première journée de passage qui va être mon associé, le 17 janvier 2024. Et nous, je me souviens qu'à partir de fin novembre, globalement, on laisse passer le Q4 en e-commerce, la période forte, avec toutes les périodes de promo. À partir, je pense, de décembre, toutes les roadmaps switch un peu. On se dit, let's go, faut être prêt pour cette partie. Je pense que dès septembre, on a travaillé pour qui va être mon associé sans relâche. En fait, il y avait cette question de vitesse de chargement, par exemple, déjà d'expérience globale, qui étaient des fondamentaux sur le site et sur le travail. Mais je pense les actions... après, il y a eu toutes les actions orientées, évidemment, en conversion,
CA à AOV. Mais c'est vrai que genre, à un moment, on a vraiment switché pour prioriser un funnel qui soit le plus clean possible, une expérience où on n'ait pas de problème pendant cette session-là. Et te rassurer aussi, toi, de dire, putain, j'espère vraiment que le site va tenir, quoi. Bah ouais, c'est ça. C'est quand même une super grosse opportunité. On passe devant plus de 2 millions de téléspectateurs. Ouais. C'est le moyen quand même de confirmer aussi l'intérêt pour Inratis. Et on passe 30 minutes, je crois, à la télé. Donc pendant ce passage, il faut être sûr que les gens qui vont découvrir Inratis sur notre site, ça se passe bien, qu'ils aient toutes les infos, qu'ils puissent commander sans problème. Qu'on ait le stock derrière, qu'on pour ait assurer le stock. La logistique prête. Enfin, on a mis en place énormément de choses. Ça a été une période assez intense. Et on a mis l'abonnement en place. Du coup, on a accéléré le projet 3 semaines avant, je crois, même pas, 2 semaines avant. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Et on a bien fait. Grave. C'est-à-dire que les gens, même en premier achat, s'abonnaient directement. Mais en fait, c'est cool. Donc, on a bien fait, certes, pour le repeat, pour la boîte, mais aussi pour la simplicité de personnes qui sont déjà convaincues et de se dire, je vais même pas me prendre la tête à retourner forcément sur le site. Je sais que je vais le recevoir, je connais à peu près ma fréquence, je peux même l'adapter et l'éditer sur le site. Et donc, c'est pas ancré à partir du moment où j'ai pris ma première décision. Donc ouais, c'est cool. Il y a encore des challenges là-dessus. Tu l'as dit, par exemple, la fidélité avec le nombre de points. Et si en plus de ça, je peux récupérer des points sur mes passages en physique et un peu relier tout l'écosystème, c'est encore mieux. C'est quoi l'après qui veut être mon associé? Est-ce que tu ressens du coup une vraie diff monstrueuse sur la boîte? Il y a un avant-après ou pas forcément Tu vois, je pense que sur ce point-là, et ce dont nous, on s'est vraiment préparé, c'est se dire, OK, il y a un côté viral, court terme. Ouais. Évidemment, comme toutes les autres boîtes, on va faire le buzz et on va essayer de maximiser ce buzz à notre échelle. Par contre, le challenge et le vrai challenge dans tout ça, c'est de se dire, OK, comment est-ce que je fais pour que 3 mois ou 2, 3 mois, 4 mois après le passage, en fait, on soit plus du tout au même niveau d'avant-passage. Bien sûr. Et c'est sur ça, c'est ça le sujet qu'on a vraiment énormément travaillé. Et la pharmacie joue un rôle énorme pour arriver à faire ça. Nous, on avait préparé la pharma à ce passage. Ouais, déjà, tu préviens tout le monde. On prévient tout le monde, mais les pharmaciens, on les avait préparés à ça. Donc, on avait déjà 3000 pharmacies à ce moment-là. Donc, eux, ils connaissaient Inratis, ils aimaient bien Inratis, ils le proposaient déjà. 3000 pharmacies bien. En janvier 2024. Exact. Non, en septembre, du coup, vu que vous tournez. Septembre 2023. Oui, effectivement, mais bon, c'était à peu près 3500. On double quasiment le nombre de pharmacies. Ouais, ça s'est accéléré. Pour cette fin d'année, quoi. Exactement. Et en fait, ce qui est assez dingue, c'est que du coup, les pharmacies qui nous connaissaient se sont stockées. On a réussi à avoir très rapidement aussi des nouvelles. C'est-à-dire que le soir du passage, ils ont envoyé un mail peut-être le soir même ou le lendemain, ils nous ont contactés. 2 jours après, ils étaient stockés en Inratis. Ouais. Donc, à 2-3 jours du passage. Et en fait, ils se sont fait dévaliser. On voyait plein de présentoirs Inratis aux caisses où il restait 3 tubes sur 20, quoi. Et on nous envoyait des photos, etc. Donc ça a bien marché. On n'a pas fait un buzz, on n'est pas devenus des superstars en France. Mais les gens ont commencé à parler de la marque. Ou même moi, je le vois avec mon entourage proche, qui n'est pas ton entourage proche, parce qu'évidemment, ils connaissaient déjà le produit, et t'en parlais un petit peu tout à l'heure. Mais quand je disais Inratis, quand même, on connaissait et on savait que c'était une solution d'hydratation. Ce qui est quand même, si on revient quelques années en arrière au lancement de la marque, un challenge qui a été très dur à résoudre, quoi. C'est un truc incroyable de faire ce switch, comme tu dis, il faut éduquer, il faut expliquer ce que c'est. En fait, non, il y a une marque, il y a un produit, ça sert à ça. Effectivement, nous, en perso, on s'en rend pas compte. Parce qu'en 4 ans, on a vécu Inratis pendant 4 ans. Donc notre cercle 1 et que tout le monde connaît Inratis. Et vous n'êtes pas non plus drivé par une personal brand. Exactement. C'est pas toi qui as porté, ou toi non plus, Théo, le projet depuis le début. Ou d'abord on achète Théo et ensuite on s'hydrate, quoi. Ouais. Donc effectivement, à titre personnel, nous, on n'est pas trop impacté. Mais on a un peu des échos. Par contre, au niveau de l'activité, là, c'est vrai que, on a, je sais pas combien d'utilisateurs, on est à 500 000 utilisateurs, je crois, en France, qui utilisent Inratis, avec énormément de retours. Pareil, les avis, ils ont décollé. Donc, les gens sont super démonstratifs, quoi. Ils nous racontent leurs aventures, ils nous les partagent. Toutes les personnes qui connaissaient Inratis avant le passage nous envoyaient pas mal de messages parce qu'ils étaient fiers d'être les premiers un petit peu. Et aussi, on a eu pas mal de personnes qui pensaient qu'Inratis c'était un gros labo. Okay. Et en fait, qui ont appris, qui se sont rendus compte qu'en fait, on était une toute petite boîte
C'est ça qui est cool, c'est parce que déjà la partie site te permet de connecter instantanément avec tes utilisateurs, ce que tu n'as pas forcément en pharma, donc de recevoir du feedback direct. La partie média te permet de recevoir du feedback encore plus direct et en masse, du coup, cette partie-là permet de mieux comprendre au final ta cible, mais aussi les problématiques que tu as pour améliorer ton produit, ton packaging, ton expérience sur une vente, mieux clarifier certaines informations que tu as sur la livraison ou des objections qui peuvent être évidentes à l'achat, d'autres qui le sont potentiellement un peu moins, et évidemment recevoir des retours de personnes à qui ça change la life. Ça, c'est insane. Ouais. Ça, je crois que on a eu l'un des premiers retours donc pendant le premier confinement par mail de quelqu'un qui disait qu'on lui avait révolutionné sa vie, qui était atteint d'une maladie compliquée qui déshydratait le corps. Donc déjà, nous, on était en mode, putain, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, aujourd'hui, effectivement, ça prend de l'ampleur et ça continue. Et, on est super fiers d'avoir cet impact, quoi, parce que on sait qu'on s'adresse à une problématique, mais en fait, on en voit les résultats. Ah ouais. Et je pense qu'il y a aussi cet effet où justement, là, on est en mai. On est passé sur l'émission mi-janvier. Aujourd'hui, on est toujours, depuis le mois de janvier, on est en croissance mois après mois. Ouais, et ça s'arrête pas. La pharmacie a un gros driver de ça. Parce que, en fait, et je pense que ça revient concrètement à ce truc de bouche à oreille, où en fait, les gens en parlent entre eux. Et quand on parle à des pharmaciens, ils nous disent qu'ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais vu un produit avec une telle demande où en fait les gens viennent une fois et après ils reviennent. Et ça change tout. C'est une bonne leçon. C'est un produit qui est consommable. C'est un produit consommé. qui se réutilise, c'est un produit qui est consommé. Il y a un effet boule de neige parce que tu as aussi les choses sur lesquelles vous êtes concentré sur le début ne sont pas des choses à refaire. Typiquement, le produit ne disparaît pas de la pharmacie, il faut retrouver un nouveau pharmacien pour le vendre à chaque fois. Au contraire, ça s'alimente parce que le pharmacien en parle avec, à celui d'à côté. Et c'est positif parce que tu te dis, ma plus grosse peur, c'est certes de faire un énorme buzz, mais de retomber à l'Hydratis de 2023 quelques mois plus tard. Ouais. Et c'est aussi le challenge que vous retraduisez sur les équipes internes ou Presta, de se dire, les gars, faut quand même rien prendre pour acquis et toujours être en train de, dans notre cas, continuer à remettre en question le funnel comme si c'était la première fois ou comme si on venait d'arriver sur le site. Dans votre cas, de dire écoute, c'est pas parce que j'ai une créa avec un passage qui veut être mon associé que mon acquisition est craquée à jamais. Dans le cas de la pharmacie, je suppose pareil. Je pense que la mentalité concrètement, et c'est ce qu'on dit tu vois, aux équipes internes, externes, c'est que c'est génial ce qui arrive. Par contre, il ne faut pas se reposer sur nos lauriers et il faut rester assez humble par rapport à la situation. Mais vraiment continuer à travailler, à essayer de comprendre, voir comment on peut s'améliorer, parce qu'on sait que voilà, l'effet du passage va se dissiper ou est peut-être déjà quasiment complètement dissipé. Mais c'est important de continuer à travailler pour faire connaître la marque et faire que ce buzz en fait, soit juste un tremplin qui nous fasse gagner 1 an, 2 ans, quoi, effectivement. Mais je pense que, en fait, notre façon de voir les choses, c'est qu'on travaille pour les pharmaciens, donc pour les aider à être prêts à comprendre le produit, à le recommander de la meilleure des manières. Ça, c'est déjà une approche qui est atypique. Dans notre monde de DNVB e-commerce. Peut-être quelque chose de moins atypique, c'est que les autres, c'est pour les utilisateurs. C'est qu'on est vraiment à leur écoute et que l'objectif, c'est de les aider. Donc que le produit soit plus accessible, mieux compris, mieux utilisé et que justement il soit véhiculé donc, via le bouche à oreille. Donc nous en fait on travaille pour ces 2 entités. Ok. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, après on va clore gentiment cet épisode. Quand on s'appelle pour la première fois, je suis à Malte et tu me dis on va en Malte. C'est pas une perte de focus, là où c'était un peu le discours global de se dire vas-y, vous êtes parti à l'international direct. Comment c'est, est-ce que c'est venu à vous? Est-ce que c'est vous qui êtes allé chercher les je pense que ailleurs? Nous on fait très peu d'international. Aujourd'hui, on est plutôt présent sur tous les dom-toms et des pays frontaliers francophones. Donc si tu veux, c'est assez facile de se dire on peut faire du e-commerce sur ces pays-là depuis la France et on peut avoir des distributeurs qui connaissent bien le marché pharmaceutique. Donc, le modèle est assez réplicable. Et Malte, c'est un petit peu
l'outlier dans cet écosystème. Pour l'instant. C'est un accident. C'était un accident et en fait on s'est retrouvé à un salon, on avait participé au salon Pharmagora les 2 dernières années et la première année où on a participé, on est tombé sur déjà il y a plein de distributeurs qui viennent frapper à ta porte pour distribuer Hydratis, mais sur ce coup-là on tombe sur 2 entrepreneurs, distributeurs maltais. Jeunes. Pas du tout. Non. Ouais, et hyper sympa. Ouais. Et en fait, ils viennent le premier jour, ils voient qu'il y a le buzz autour du stand Hydratis, ils viennent le lendemain et ils nous ont dit on n'a pas dormi de la nuit, on a regardé votre compte Instagram, votre site internet partout, on veut vous distribuer. Et en gros, on a eu un fit humain, donc on n'est pas du tout parti d'une idée hyper rationnelle. Cette partie pharma, on en parlait. Tu vois, nous, par exemple, avec le lancement du studio, c'est quelque chose qu'on découvre, tu vois. Le côté humain. Le côté humain, mine de rien. C'est super important. On n'est pas non plus des robots, tu vois. On prend le temps de communiquer, mais rien n'empêche que on a 1 heure de créneau sur le mythe, il faut qu'on soit efficace. Et c'est vrai surtout dans la vente. Là, tu vois, c'est du commercial, c'est un partenaire commercial. Et il y a un besoin de... En fait, tu as envie d'aller... Là, on a passé 3 jours avec eux à comprendre ce qui se passe en pharmacie. Et en fait, c'est hyper enrichissant parce que par rapport à la France et tout ce dont on a parlé, on est sur une problématique qui n'a rien à voir. Ouais. Les pharmacies, ce n'est pas les mêmes. Le coût de la vie est complètement différent. On est sur un marché... Ouais, c'est ça. On est sur un marché anglais. Le e-commerce est relativement peu développé, a priori. Ils aiment bien consommer local aussi. J'ai l'impression. Ou enfin, en tout cas, le fait de se faire shipper des éléments, c'est moins commun. Non, mais c'est moins commun. Pourquoi ? Parce que en fait, ils arrivent à Malte, mais ils restent à l'aéroport. Et personne derrière les transporteurs, c'est la guerre. Même Amazon n'arrive pas à livrer. Ah oui. C'est trop complexe. Mais je pense qu'effectivement, il y a eu ce fit humain, mais aussi, si ça avait été des gens au UK ou aux États-Unis, on n'y serait pas allé. Malte, 500 000 habitants, c'est un petit marché. Et c'est un marché test. Il y a quand même une contrainte de base qui est que tu dois traduire tes packaging et avoir une nouvelle ligne, quoi. Et donc ça, c'est intéressant à explorer, du coup, comme problématique. Parce que forcément, c'est dans une hypothèse d'expansion future, parce que forcément, on y a toujours pensé. Mais voilà, ça reste petit. C'était un test qui nous a pas coûté à lancer, pas coûté beaucoup d'énergie, finalement. Là, on va plus s'investir, parce que aussi l'équipe s'agrandit. Donc, il y a Tom qui nous a accompagnés là, sur ces 3 jours, qui lui va reprendre la partie internationale. Mais tu vois, on a quand même réussi à rester focus dans le sens où les 5 continents nous ont contactés depuis le début du projet. Pour te dire, on a même eu une parution sur un magazine au Japon, imprimé. Et tu vois, tu as envie d'y aller. Parce qu'en fait, ils arrivent avec des problématiques différentes, des envies différentes. Forcément, les distributeurs... Ils te veulent, donc ils te font des compliments, ils te racontent leur taille de marché, en quoi ce serait génial de le développer. On n'y est pas allé, c'est très frustrant, mais en même temps, on sait très bien, et on l'a vécu sur le lancement en pharma, qu'il ne suffit pas juste d'envoyer des produits pour que ça marche. Il faut aussi créer la demande, faire vivre la marque. Bien sûr. Et s'adapter au marché. Exactement. Aussi. Et ça, le distributeur ne peut pas le faire tout seul. Et toi non plus, qui est concentré sur ton marché principal, tu dois te staffer pour développer de la créa ou même tirer des conclusions et faire évoluer ton site, ton discours, tes méthodes marketing par rapport au pays et pas juste dupliquer ce que tu apprends en France, qui est aussi une raison principale pour laquelle la plupart des e-commerce se cassent un peu la gueule, surtout au début quand ils essayent de se lancer à l'international, parce qu'ils dupliquent simplement tout ce qui marche dans le marché principal sans forcément s'adapter aux méthodes de consommation. C'est là aussi ce qui est intéressant avec vous, et c'est pour finir, le lien final sur le fait d'ancrer des fondations qui sont fortes et qui sont solides, c'est que du coup, même sur les marchés à l'international, tu passes quand même par le physique en priorité pour voir si ça répond déjà, pour ensuite arriver avec tout ce que tu as appris et ton bagage online, quoi. Ouais, effectivement. Donc on verra les prochaines étapes. En tout cas, Malte, ça peut être un sacré pont pour les UK, justement. Ok. We will see. Il va nous aider. Si, on va traduire le site, multi-currency, il y a beaucoup de problématiques qui sont liées à ça. Mais tu as tous ces problèmes justement de currency, de parcours, tu vois, typiquement, tu as aussi de l'éducation à l'intérieur de ton carrousel d'images sur tes fiches produits. Ça, c'est un truc que tu dois conditionner absolument sur tes solutions de traduction pour que tout se mette dans la bonne langue et s'affiche bien. Tu as tes mails de confirmation de commande qui arrivent et qui par défaut sont
sont traduits, tu as les flows, etc., etc. Donc il y a certes le fait de traduire ce qui existe, ce qui marche, mais il y a aussi le fait potentiellement en fonction de l'ampleur que le marché prend, de faire évoluer ce funnel de vente seulement pour ce marché-là. Et c'est là où c'est important déjà de bien s'organiser, de bien analyser et de découper tes stats à chaque fois et d'adapter tes actions pour chaque. D'y aller étape par étape aussi. Ouais, Tu vois, on n'est pas en train de dire, vas-y, dans l'année prochaine, le UK, ça représente la France. On est aussi conscient qu'on repart de zéro. C'est comme si on lançait une nouvelle boîte. Ah ouais. On essaiera de passer sur Shark Tank là-bas. Let's go. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter, en fait, on a les trouvé gars. un modèle de réussite. Maintenant, on le duplique. De ouf. C'était trop cool. En tout cas, merci. Merci à toi. Merci d'être passé. Je suis content de vous avoir reçu. Cet épisode sortira en même temps qu'un nouveau goût. Surprise. Qui est disponible en pharmacie. D'ailleurs, du coup, on peut le dire, c'est ananas. Et qui est hyper bon. Mais si tu le sors trop tard, ce sera peut-être sold out. Ce sera peut-être sold out. Ouais, donc ça part très vite. Vous allez devoir vous taper le citron qui à la fin le gingembre qui à la fin est un des meilleurs goûts. Ouais. Ciao à toutes. Merci. Prochaine. Salut. Salut.